Merci. Pardon, je me suis retourné puis je vous ai vu. Il nous reste une dernière séquence. Et avant de la lancer, je voudrais qu'on fasse une expérience, tous ensemble. Je voudrais que vous sortiez votre téléphone portable et que vous envoyiez au moins un texto à quelqu'un qui est ici pour lui dire de vous rejoindre. Et on va faire un concours de qui a le plus de potes dans l'assistance. C'est-à-dire que je sais combien vous êtes, là, je vous vois, et vous allez créer des groupes autour de vous. Je vous laisse 2-3 minutes, si vous voulez, même un peu moins. Ah, on a Madame gagne déjà. Madame vient de faire venir une personne. Il y a un super prix à la fin. Hein. Je serai vous, moi je... On a... Ouh là là, attention, il y a une très très grande avance là qui est en train d'être prise. À ma droite, on a 3. J'ai l'impression de devenir commissaire-priseur. 3 à ma droite. Qui dit 4 à ma gauche? On a 3 devant. On a une égalité. Ouh là 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 là. On a un énorme groupe au fond. Ils sont 6. C'est un raz-de-marée. Mesdames, je crois que vous pouvez les concurrencer. Là, juste à côté de la tente. Non? Vous voulez pas? Ouh là là. Ah, je suis navré, mesdames, au fond, mais alors là, il y a un cluster qui vient de se former. Je vous conseille de continuer à jouer pendant tout le reste de la séquence pour une raison très simple. On a aujourd'hui beaucoup parlé, on s'est beaucoup écouté, on a voulu vous écouter, mais il n'y a pas quelque chose qui vous frappe comme quelque chose d'un peu étrange? Depuis ce matin, on est tous d'accord. Ce qui est quand même extrêmement peu français. Il serait temps quand même qu'on se foute un peu sur la gueule et que si nous avons des questions qui méritent d'être débattues, nous le fassions. Alors, pour débattre, on va essayer quand même de faire ça intelligiblement. Et donc, on va oublier les plateaux de Pascal Praud, qui est quand même au journalisme ce que Oui Oui est à la géopolitique. On va plutôt faire ça de manière ordonnée, calme, et si possible intelligente. Il est temps de débattre. Il est donc le temps de s'intéresser à la justice. Et lorsqu'on s'intéresse à la justice, il est question de tribunal pour les générations futures. Nous allons vous présenter ça en vidéo immédiatement. Pour ou contre l'immortalité? Faut-il une bonne dictature verte? Veut-on vraiment d'un revenu universel? Coloniser l'espace est-il moral? Ouzbek Erika présente le tribunal pour les générations futures. Une cour peu ordinaire, spécialement créée pour préparer le monde qui vient, en débattant des grands enjeux d'avenir. Témoins, avocats, procureurs, ils sont là pour vous éclairer, vous convaincre, pourquoi pas même vous faire changer d'avis. Alors soyez attentifs et surtout restez ouverts, car les générations futures comptent sur votre verdict. Parce que préparer demain est l'affaire de tous, le format du tribunal pour les générations futures est accessible en licence libre. Pour organiser le vôtre, rendez-vous sur ouzbekerika.com/tribunal. Maintenant, mesdames et messieurs, silence, la cour. Oui, c'est encore moi, un peu différemment. Mesdames et messieurs, bienvenue au tribunal pour les générations futures. Le futur est une affaire trop grave pour le laisser réellement aux tribunaux et aux vraies personnes. Donc cet après-midi aura lieu devant vous, ici même, et surtout avec vous, une audience un peu particulière. Vous allez vite vous rendre compte que nous ne sommes pas réellement avocats ou professionnels de la justice. Les débats qui vont se tenir devant vous n'en sont pas moins cruciaux. En fait, il est question au tribunal pour les générations futures de l'avenir de l'humanité. Et cet avenir, c'est vous qui allez le discuter, le façonner et le décider. À mes côtés, le procureur Vincent Hédin et l'avocat Ibrahim Béchouri, ainsi que le greffier Tommy, qui éclairera ou malmènera le contenu des débats de sa plume. Je déclare donc ouverte cette session du tribunal. Vraiment, la justice a de moins en moins de moyens. Je déclare donc ouverte cette session du tribunal pour les générations futures. À l'ordre du jour, ou plutôt au bordel de l'après-midi,
Faut-il supprimer les associations? Pour trancher, normalement, je tire au sort un jury parmi vous. Mais il y a deux problèmes à ça. D'abord, donner des petits tickets à 5000 personnes, c'est un peu le bordel. Et deuxièmement, on a plutôt décidé de vous faire confiance et de jouer le jeu de la démocratie participative, surtout allongée dans l'herbe. Du coup, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire appel à 5 volontaires qui viendront au premier rang, là où on peut les voir, et qui prendront place ensuite sur scène à nos côtés. Ce sera à eux d'écouter les débats et de livrer leur verdict. S'il vous plaît, ne trompez pas ma confiance dans la démocratie participative, les pieds dans l'herbe. Je veux des volontaires. Alors, je vais venir vous chercher. Oui, j'en ai un au fond. Monsieur, venez nous rejoindre. Monsieur le procureur, monsieur l'avocat, d'habitude, vous avez le droit de récuser un juré. Là, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, leur bonne volonté. Ah ouais. En revanche, à un juré, ça s'appelle la dictature. Hein, Ah, on me fait signe au fond, il y a... Oui, madame avec le gilet rouge au fond. Ah ben non, mais me faites pas comme ça pour après me faire comme ça. C'est le président et une jeune femme là au milieu qui levait la main. Madame, je vous en prie. Encore 3 témoins, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous êtes tous ici engagés, ça ne devrait pas vous faire peur. Ah, merci mademoiselle. Il m'en manque 2. M'obligez pas à refaire le commissaire-priseur, c'était très gênant. Bon, vous allez les laisser décider à 3. Hein. Il y a une dame là. Ah, madame, merci. Pour le moment, nous sommes sur un juré à majorité féminine. Je m'en réjouis. Il était temps. Quelqu'un crie, c'est parce qu'il veut venir? Non, encore un juré pour avoir une capacité quand même de prendre des décisions à la majorité qualifiée? Sinon, ah, merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît, parce que sans eux, mon travail aurait été beaucoup plus difficile. Alors, mesdames et messieurs, les jurés, nous allons vous exposer dès aujourd'hui les faits qui nous réunissent. Et pour cela, je vous propose d'abord de regarder une petite vidéo. Pour ou contre l'immortalité? Non, c'est pas celle-là. Faut-il une bonne dictature Apparemment. verte? Veut-on vraiment d'un revenu universel? Ça, c'était celle qui vous explique ce qu'on est, mais c'était pour être sûr que vous compreniez bien. Présente le tribunal Bon. pour les générations futures. Comme elle est courte, Une cour on peu va peut-être vous la ordinaire, laisser. spécialement créée pour préparer Après, le monde nous qui aurons vient, une vidéo qui débattant vont vous des exposer grands les enjeux faits. d'avenir. C'est-à-dire vraiment Témoins, la avocats, question procureurs, ils sont là qui nous pour vous rassemble éclairer, aujourd'hui. Je vais vous laisser celle-là se convaincre, terminer. Pourquoi pas même vous faire changer d'avis. Alors, soyez attentifs et surtout, restez Soyez ouverts, attentifs, c'est pour car vous, les hein. générations futures comptent sur votre vie. Merci beaucoup. Nous avons désormais une vidéo d'explication des faits. Je rêve de pouvoir dire cette phrase depuis tout à l'heure. On me glisse dans l'oreillette que nous avons une vidéo qui arrive dans très peu de temps. C'est beaucoup moins classe que ce que vous pensez d'avoir une oreillette dans l'oreille. Je suis en train de devenir complètement schizophrène. Donc on me dit que c'est prêt. Il faut savoir pour commencer que l'association Le Pardon. Ah, mon oreillette me parle en même temps. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Parlez-moi, dites-moi, parce que je dois tenir 1 minute, me dit-on dans l'oreillette. C'est vachement moins sympa que prévu, en fait, d'avoir une oreillette. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'éclairer les faits moi-même. Après, vous aurez les images. Ce sera, de toute manière, mieux quand c'est moi qui le dis. Les faits sont les suivants. Le monde associatif tel qu'il existe en France est régi par une loi qui, comme son nom l'indique, commence un peu à dater. Elle correspondait aux réalités et aux besoins d'un monde qu'on aurait pu qualifier d'ancien. Un monde dans lequel, au fond, eh bien, l'espéranto venait d'émerger. En 1905 a eu lieu le premier congrès d'espéranto, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est surtout la première apparition de Bécassine, c'est vous dire si ça a un rapport. Mais à l'époque, tout était plus simple. Les entreprises s'occupaient de faire du profit et d'engraisser leurs actionnaires, et les associations regroupaient des bénévoles préoccupés par le bien commun.
quand on dit ça comme ça, on n'est pas sûr que tout ait vraiment changé. Mais en tout cas, les entreprises avaient les bons moyens, mais les mauvais buts, pendant que les associations avaient les bons buts, mais les mauvais moyens. Aujourd'hui, les lignes sont plus floues. Il y a toujours des actionnaires, mais il y a aussi des entreprises sociales et solidaires. Il y a toujours des associations, mais il y a aussi des entreprises à mission. Aujourd'hui, on peut peut-être faire le bien et du profit en même temps. Il y a des modèles à inventer ou à réinventer, et ce, d'autant plus qu'apparemment, l'État ne veut plus dépenser un pognon dingue. Face à ces nouveaux acteurs, les associations sont-elles au fond un archaïsme coûteux en subventions publiques dont il faudrait mieux se débarrasser, ou bien un maillon essentiel de notre tissu social à préserver à tout prix? Ce sera donc à vous, mesdames et messieurs le juré, de décider à l'issue de cette séance si oui ou non il est dans l'intérêt des générations futures de supprimer les associations. Vous ferez ça sans vidéo, car la personne qui n'arrête pas de me parler dans l'oreillette me dit que nous n'aurons pas de vidéo. Alors, heureusement, ce n'est pas nous qui allons vous parler tout le temps, parce qu'on n'y connaît absolument rien. Pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée sur le sujet, nous allons appeler à la barre plusieurs témoins. Ils vont être interrogés tour à tour par l'accusation, puis par la défense. Aujourd'hui, défileront, et je vous demande de les applaudir comme il se doit, Monsieur Jean-Marc Borello, Madame Clémentine Autain, Madame Geneviève Ferron et Monsieur Jean-Christophe Combes. Oui, oui, je vous en prie. Allez-y, installez-vous. Oh, c'est un tribunal où on est très libre. Alors, mesdames et messieurs les témoins, si tout est clair pour vous, je vais désormais procéder à la première audition. Monsieur Borello, s'il vous plaît, pouvez-vous venir à la barre pour... monsieur le procureur. Ouais, ça va. Non, pardon, c'est pas comme ça qu'on parle à un président de cour. On est là pour quelque chose de sérieux. Monsieur Borello, je vous en prie. Monsieur le Président. Monsieur Borello, est-ce que vous pouvez déjà décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour? Jean-Marc Borello, président du groupe SOS, un groupe associatif, donc une entreprise sociale. Et je suis là parce que Jean-Christophe Combes avait décidé de me tendre un piège et j'ai donc accepté de tomber dedans. Eh bien, on vous en remercie tous. Pouvez-vous, avant de répondre aux questions malsaines du procureur et les questions de l'avocat, pouvez-vous jurer, s'il vous plaît, de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Je peux, bien que je me fous un peu des générations futures, mais si ça vous arrange, je le jure. Comme je ne crois pas au serment, pas de problème. D'accord. Écoutez, honnêtement, moi, j'ai peu à voir dans cette histoire. Je ne suis hélas déjà plus jeune et pour être franc, je ne sais pas pourquoi je porte une robe. Mais les générations futures l'auront noté. Merci beaucoup. Vous allez donc être interrogé tour à tour par le procureur, puis par l'avocat de la défense. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Et vous portez une robe pour déconstruire les stéréotypes, Monsieur le Président? Absolument. Voilà. Je ne crois pas aux stéréotypes. Non plus, quoi. Je vous remercie. Je vous remercierai de ne pas me tutoyer. Alors, Monsieur le Président, de même, j'ai vu qu'il y avait une citation qui revenait souvent dans votre bouche, c'est qu'il existe des entreprises de bonne volonté et des associations de malfaiteurs, ce qui effectivement fera plaisir à Monsieur Combes. Mais alors, du coup, pourquoi garder un statut s'il n'est pas plus vertueux que les autres? Parce que nous n'en avons pas de meilleur pour l'instant, mais peut-être qu'un jour naîtra un statut qui permettra d'allier l'efficacité et la recherche de l'intérêt général. Donc il faut que notre statut évolue pour permettre d'être efficient et plus efficient que ce qu'est le monde associatif de manière générale et à la recherche de l'intérêt général plus qu'est le monde du capital aujourd'hui. Alors, cette recherche de l'efficience, vous l'avez menée depuis de nombreuses années avec le groupe SOS et puis d'autre part avec le mouvement des entrepreneurs sociaux que vous avez créé, cofondé et dont vous avez été président. Et au fond, les entrepreneurs sociaux se distinguent des associations par peut-être plus de dynamisme, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent, plus d'allant et plus d'efficience. Mais au fond, la pression qui s'exerce sur les entrepreneurs sociaux suscite évidemment une critique bien légitime, c'est qu'ils se désintéresseraient des publics réellement plus fragilisés au motif que ça leur rapporterait moins. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui critiquent ? On peut dire tout simplement que les entrepreneurs sociaux font en sorte d'avoir une logique économique qui leur permet de continuer à s'intéresser aux publics les plus en difficulté
alors même qu'un certain nombre d'opérateurs publics abandonnent les publics les plus en difficulté. Donc évidemment, c'est très exactement l'inverse. Quand on crée de la richesse et qu'on décide de la répartir au seul profit de ceux qui en ont le plus besoin, on est entrepreneur social et on a la capacité de s'intéresser à des publics dont plus personne ne prend cas. Mais donc dans ce cas-là, si je vous suis, ça veut dire que le MOVES, les entreprises sociales et demain peut-être les entreprises à mission dont nous parlera Geneviève Ferron tout à l'heure, vont être à même de prendre ceux qui sont aujourd'hui le plus au bord de la route, parce que vous connaissez les chiffres sur la très grande pauvreté, sur les personnes qui sont extrêmement éloignées de l'emploi, tous chiffres qui sont en hausse constante depuis une trentaine d'années. Ce qui prouve que les deux statuts précédents n'ont pas permis d'enrayer la hausse du nombre de ceux qui sont en très grande difficulté. Et si on veut qu'il y ait des prestations égales pour tous, il faut que nos structures puissent être capables de servir des services de qualité indépendamment du niveau de revenu. Donc l'entreprise sociale, c'est offrir des services de qualité, les faire payer à ceux qui peuvent payer et les offrir à ceux qui ne peuvent pas payer. Ça permet de ne pas dépendre de subventions publiques. Ça, c'est beau. Enfin, sur le papier, en tout cas, c'est beau. Quand vous ne présidez pas le groupe SOS, j'ai cru comprendre que vous étiez délégué national de La République En Marche. Et La République En Marche, elle aussi, dépense, ça a été rappelé par Monsieur le Président, un pognon de dingue pour les grands groupes, en les aidant encore davantage avec un grand nombre de défiscalisation. Et du coup, au fond, quand on s'interroge le manque d'efficience des associations, il faut interroger l'équité. D'abord, le président Hollande avait raboté le CICE auquel les associations n'étaient pas éligibles. Et désormais, le président Macron a enlevé l'impôt sur la fortune. Et du coup, les dons aux associations ont considérablement baissé. Donc, est-ce qu'on tape à juste titre sur les associations alors qu'en fait, on leur a enlevé les moyens de participer à un combat équitable? Alors, la République En Marche n'étant ni un gouvernement ni un rassemblement de députés, elle ne fait que proposer des idées. Ensuite, un gouvernement propose et une Assemblée nationale dispose. En ce qui concerne le CITS, comme tu as le bonheur de le rappeler, le CICE, pardon, effectivement, au moment où, avec Benoît Hamon, et je crois que vous vous en souvenez, monsieur le procureur, on a réussi à faire une très belle loi sur l'économie sociale et solidaire, au même moment, on a diminué les charges des grandes entreprises et les associations sont devenues moins concurrentielles que les entreprises sur des métiers où nous sommes concurrents, la santé, les crèches, les personnes âgées. Et donc, au moment où la loi formelle sanctifiait le monde associatif, la loi fiscale nous rendait moins performants que les structures capitalistes qui gèrent de la santé, des EHPAD et des crèches. Ça sera réparé l'année prochaine puisqu'il n'y aura plus ce dispositif, mais une baisse générale des charges sociales. Donc enfin, les associations vont cesser de payer plus cher pour les mêmes prestations dans leurs établissements. Je crois que c'est valable pour la Croix-Rouge et pour le groupe SOS. Donc nous pourrons lutter à armes égales contre les grandes entreprises capitalistes qui gèrent des hôpitaux et des maisons de retraite. Monsieur le Président, est-ce que Monsieur Borrello peut juste répondre à l'impôt sur la fortune, parce qu'il... Brièvement, écourtez votre meeting, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Alors l'impôt sur la fortune, parce que du coup vous avez quand même enlevé un petit 600 millions de moyens pour les associations, donc est-ce qu'on peut encore parler d'équité du coup? Alors, je crois qu'on est en train d'inventer d'autres dispositifs. Le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire était dans une de vos tables rondes il y a quelques minutes. Il est en train de mettre en place un dispositif pour permettre aux entreprises associatives de ce pays de grandir, de se développer, d'avoir des dispositifs qui fonctionnaient bien et de changer d'échelle. Donc on a décidé d'aider autrement plutôt que sur la simple subvention. Rendez-vous dans un an, merci. Pas de problème. Merci, monsieur le procureur. Monsieur l'avocat, le témoin est à vous. Votre déshonneur. Attendez, on va rester bien tranquille au niveau de l'autorité judiciaire ici. Hein. Donc le déshonneur, c'est après, passé 19h. Très bien, pardonnez-moi. Merci. Votre honneur. Votre Merci. honneur. Déshonneur. Monsieur Borrello. Oui. Alors, j'ai cru comprendre, vous avez dit que vous vous foutez des générations futures, c'est bien ça? Oui. Bon, c'est peut-être parce qu'il vous reste à tout casser 30 ans à vivre. Non. Mais... 10-15. J'essaie d'être optimiste. Ouais. Mais pourquoi, monsieur Borrello, vous voulez supprimer les associations? Moi, j'aime bien les associations. Je suis des générations futures. J'ai envie de
Profiter un peu. De profiter de quoi? Des associations. De profiter d'une gestion approximative, d'une gouvernance faussement démocratique, d'une absence totale de militants dans les conseils d'administration. Un peu de calme dans ce prête-toi. Il était temps de réagir quand même, je suis venu pour ça. Donc, allons-y. De quoi voulez-vous profiter? De prestations de médecine pour pauvres, Bah écoutez, monsieur, je suis navré d'être pauvre, hein, mais effectivement, j'aimerais en profiter. Et j'aimerais qu'on me laisse profiter de ce tissu associatif. Et je pense que la salle, ainsi que les jurys ici présents, sont d'accord avec moi. Il faut aider les pauvres. Oui. La question, c'est comment aider les pauvres, certainement, en leur fournissant des prestations de même qualité qu'aux riches, et pas avec des prestations pour pauvres. On est d'accord là-dessus, monsieur Borrello. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que, on a entendu auparavant que vous êtes responsable délégué de La République En Marche? Ah oui, ça, je n'avais pas prévu, mais allons-y. Vous avez fait un peu de politique. Non, et vous avez été un leader associatif. Je le suis toujours. Hein. Vous êtes toujours un métier, et puis j'ai des engagements personnels. D'accord. Voilà. Et du coup, je me demande si parfois ça crée pas un peu, c'est beaucoup pour un seul homme, ça crée pas un peu de confusion chez vous? Est-ce que vous n'êtes pas influencé un peu par l'idéologie de la start-up nation? La question, c'est est-ce que je suis influencé ou est-ce que je l'influence? Quant à la confusion, ça fait 61 ans que je vis avec de la confusion et ça me va assez bien. Ouais. J'ai l'impression qu'on a le même métier. C'est pas grave. Ouais. Très bien. Alors, j'ai une dernière question pour vous, monsieur Borrello. Moi, j'ai l'impression que votre propos, quand vous parliez à Vincent, ici présent, monsieur le procureur, excusez-moi, monsieur le procureur. Vous parliez à monsieur le procureur, ici présent, j'ai l'impression que vous ne disiez pas qu'il faut supprimer les associations, mais peut-être qu'il faut les réformer. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, votre propos? Oui, mais si j'explique comment il faut les réformer, ça va être sortir du jeu. On m'a demandé de plaider la disparition du monde associatif, donc disons que je plaide pour la disparition du monde associatif tel qu'il est, et j'espère un monde associatif différent, puissant, majoritaire, et qui dépassera largement une économie de marché. Je peux l'entendre, monsieur Borrello. Merci. Monsieur le Président, on m'a dit qu'il y avait une pièce à conviction, et moi je tiens à ce que le procès se déroule de façon équitable. Ah, excusez-moi, navré, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de vidéo. Écoutez, moi j'ai l'air de maîtriser quoi que ce soit, mais vraiment c'est un mirage. Mais si nous avons une pièce à conviction, en tout cas la première, merci à la Cour de bien vouloir nous la passer, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, nous sommes à Club Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Il faut savoir que le risque existe bel et bien. Je vous demande de quitter cette salle. Nous vivons... Alors, ce qu'on vient de voir, je pense que vous l'avez identifié, c'est quelques secondes du film 120 battements par minute, qui retrace le combat d'associations qui ont fait en sorte que la lutte contre le sida soit une lutte qui soit reconnue par le gouvernement. Et vous, monsieur Borrello, je ne pense pas me tromper en disant que vous avez participé à cette lutte. Et je me demande, quand vous voyez ça, est-ce que vous pensez que des entreprises pourraient faire ce que des associations ont fait à l'époque pour la lutte contre le sida? Non, des entreprises n'auraient pas pu le faire parce que cette époque-là a démontré la difficulté pour les pouvoirs publics de faire face à une série de défis majeurs. Une maladie qu'on ne savait pas ni soigner ni guérir, des traitements qu'on ne savait pas financer, des prises en charge de malades qui n'existaient pas, et le monde associatif a été mobilisé. J'ai quelques camarades, dont un administrateur de la Croix-Rouge, qui est Christian Doubrer, là-bas, qui nous a accompagnés dans ce combat avec des petites structures associatives sous-financées, sans aucune certitude de voir le lendemain les prestations conservées aux patients qui seraient pérennisées. Et c'est à cette époque-là qu'on a compris qu'il fallait être indépendant et indépendant des pouvoirs publics, parce que sur des moments pareils, on ne peut compter que sur sa propre mobilisation. Et c'est sur cette mobilisation, entre autres avec Christian, au sein du SIDAction, qu'on a réussi à faire en sorte que des systèmes de soins soient mis en place. Ni l'État, ni le monde de l'entreprise n'étaient capables de faire ça. Il faut que demain, les associations soient prêtes et qu'elles ne revivent pas ce que nous avons vécu à cette époque-là et qui, comme le film le démontre, a été un peu douloureux pour tout le monde.
Très bien. Alors, l'État ne peut pas faire le travail, mais il faut des associations, il faut qu'elles soient prêtes demain. Merci, Monsieur Borrello. Merci, maître. Merci, Monsieur Borrello. Nous allons passer à l'audition de notre deuxième témoin. Madame la députée, si vous voulez bien passer à la barre, je vous prie, et décliner votre identité civile ainsi que les raisons de votre présence dans ce tribunal. Je suis donc Clémentine Autain, je suis députée de Seine-Saint-Denis et je siège au groupe de la France Insoumise. Et la raison de ma présence ici est en effet une volonté farouche, par expérience et par engagement politique, de défendre le monde associatif. Merci. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'à ce titre, vous ne partagiez pas vraiment comment dire, l'idée que le Parlement actuel était aussi puissant et qu'il disposait librement, comme nous l'a indiqué M. Borrello. Mais je suis sûr que M. le procureur se fera un plaisir de le rappeler. Pouvez-vous, avant de lui répondre... Je peux vous répondre tout de suite. Je vous en prie. La présentation de M. Borrello était une vision assez idéale de l'Assemblée nationale qui, en effet, disposerait des projets de loi proposés par le gouvernement. Ce que j'observe depuis un an, c'est que la marge de manœuvre, y compris des députés de La République En Marche, est quand même très ténue. Voilà. Je pense que vous venez de répondre à la première question de Monsieur le procureur. Du coup, avant d'aller à cette... Il souffle déjà. Oui, il souffle beaucoup. Je vous prie, s'il vous plaît, avant de lui répondre, de jurer, si vous le voulez bien, de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures. Je veux bien jurer dans l'intérêt des générations futures, mais je ne sais pas très bien ce que ce terme... Chaque fois que je l'entends, je pense à La vie est un long fleuve cantique. Vous vous souvenez ou pas? Quand elle est enceinte comme ça et qu'elle jure qu'elle n'a jamais couché avec un garçon. Je vais arrêter de jurer, Bernadette. Vous vous souvenez pas de cette scène? Mais je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. J'essaye désespérément de garder le calme dans ce tribunal, mais enfin, ça n'a plus vraiment, ça a de moins en moins de sens. Si ça vous fait plaisir, je veux bien. Mais... Merci. Non, mais vraiment, ça me réchauffe le cœur. Monsieur le procureur, c'est à vous. Oh, merci, Monsieur le Président. Je vois que les témoins sont récalcitrants. Alors, Madame la députée, on connaît la théorie de Noam Chomsky qui explique que pour rendre un service public impopulaire, il suffit de le sous-financer. Et les exemples récents de la SNCF ou l'université, j'imagine, abondent largement dans le sens du grand Chomsky. Au fond, est-ce que ce n'est pas la même chose qui arrive avec les associations et qu'un certain désamour entre les Français et le tissu associatif est lié au fait que les subventions sont en chute libre? D'abord, il faudrait voir ce désamour. Est-ce que vous avez des preuves de ce désamour? Moi, je ne suis pas du tout certaine qu'il y ait un désamour des Français à l'égard du monde associatif. Ce que je constate, en revanche, c'est que depuis 2005, on a 16 milliards d'euros en moins qui sont donnés par les pouvoirs publics au monde associatif et que forcément, ça a une répercussion sur le dynamisme et les possibilités d'action du monde associatif. Après, le monde associatif, il est tellement varié qu'il est difficile de faire une généralité. Je veux dire, entre l'association... de pétanque, qui est une association de libre volonté collective de partager une activité de détente, une association comme celle que j'ai cofondée, qui était Mixité, qui était une association féministe, donc d'engagement en fait assez politique et directement de lobbying, d'agitation, ou des associations comme la Croix-Rouge ou Emmaüs qui là agissent directement. Vous voyez, parler de l'ensemble du monde associatif comme d'un tout, c'est un petit peu difficile, je trouve, mais ma conviction absolue, c'est que l'État doit encourager l'essor du tissu associatif parce que c'est un lieu de liberté, c'est un lieu d'expérimentation et c'est un lieu qui permet aussi de faire vivre des missions qu'on pourrait considérer comme des missions de service public, mais pas directement gérées par l'État. Et là, je veux dire peut-être quelque chose qui n'est pas habituel au regard de la famille politique que je représente, mais je pense véritablement qu'on ne peut pas imaginer une société émancipée, une société qui favorise le bien commun, sans se dire que ce n'est pas simplement l'État qui va intégralement agir sur l'économie. C'est-à-dire qu'il faut que l'économie, dans son intégralité, échappe à la logique marchande. Et les associations, de ce point de vue-là, sont un atout formidable. Et par ailleurs, qu'elles agissent pas simplement dans le cadre d'une économie administrée par l'État. Donc, de ce point de vue-là, la société, en tout cas, dont moi je rêve, est une société dans laquelle le monde associatif se déploie. Et en même temps, alors je ne vais pas répondre à toutes vos questions, je peux être très longue, mais en même temps, une des difficultés que j'observe, notamment pour ce qui concerne les grandes associations, les grandes fédérations, et j'en ai vu de près, y compris quand j'étais adjointe au maire de Paris, et où j'avais, à l'époque, ça remonte, mais donné en délégation de services publics des gestions d'équipements, parce que je pensais justement qu'il y avait un plus
au fait que ce soit des associations qui gèrent, en l'occurrence, je pense, c'était des centres d'animation de la ville de Paris, et en même temps, cette commande publique, et c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, cette commande publique, elle doit permettre de déployer différemment les missions de service public, mais elle peut aussi tuer ce qui a fait le cœur de la subversion que peut apporter aussi le monde associatif, sa créativité. Donc il faut faire attention parce que la commande publique, elle s'est rigidifiée, elle s'est bureaucratisée, et je pense qu'elle participe, en plus des 16 milliards en moins, à potentiellement tuer la capacité d'expérimentation. Quand vous avez sans arrêt des cahiers des charges de plus en plus, je ne sais pas comment on peut dire, mais toujours plus rigides, qu'il faut rentrer dans des cases très rigides, alors l'esprit même de ce que peut apporter le monde associatif à la société est en train d'être mis en péril. Et puis, il y a un côté, on est aux commandes, quoi. C'est-à-dire que si vous commencez à prendre des positions qui ne sont pas tout à fait correctes vis-à-vis d'une mairie, vis-à-vis d'un pouvoir politique en place, alors vous risquez de perdre vos subventions. Et ben moi, je pense que ce système-là est un système qui voilà, fragilise aujourd'hui le monde associatif dans ce qu'il a de plus intéressant, je dirais. Alors j'entends complètement ce que vous dites, et je suis sûr que la salle applaudira, mais même si... Voilà, vous voyez. Non, mais est-ce qu'elle connaît? Il y en a un certain nombre qui doit passer son temps, et on passe trop de temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même que dans certaines associations, il y ait des emplois directement pour les grandes assos qui sont faits pour faire que ça. Et c'est vrai dans le monde culturel aussi. Non mais franchement, il faut le dire. Vous avez dans le monde culturel, vous avez des troupes qui sont formidables, mais qui n'ont pas la capacité de bien répondre à ces commandes et à ce qui se développe en termes de bureaucratisation. Et cette bureaucratisation, elle accompagne l'austérité et le libéralisme économique. Elle va totalement avec aujourd'hui. C'est un binôme qui est qu'on voit éclore à l'échelle européenne, la technocratie qui prend le pouvoir et la bureaucratie avec, contrairement à des idées reçues qu'on avait où on pense que le libéralisme économique, le capitalisme, évidemment, c'est la liberté plus grande. Je crois exactement l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, les logiques marchandes et capitalistes, elles brident la liberté et les capacités justement de mobilité dans la société et de créativité. Alors, j'entends bien que l'État ne peut pas tout, mais est-ce que l'urgence... Je n'avais pas dit ça. Non, Attention. Vous n'avez pas paraphrasé Jospin, c'est vrai. Mais est-ce que l'urgence absolue, est-ce que l'État ne peut pas distribuer aussi des repas à ceux qui ont faim, réquisitionner des logements vides, il y en a des milliers, vous étiez à la mairie de Paris, vous le savez bien, ou notamment former les migrants à la langue française, comme ça se fait dans des tas de pays? Déjà, si vous pouvez commencer par ne pas mettre les migrants dehors, ça serait pas mal, et accueillir notamment les enfants, je pense que ça serait un progrès considérable. Et en effet, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que le monde associatif, les Restos du Cœur, c'est un exemple flagrant parce qu'au moment où l'association se crée, c'est une interpellation de l'État en disant on crée une association, mais on veut que cette association disparaisse parce que dans la 5e puissance économique au monde, il est impensable que la puissance publique ne soit pas capable de distribuer ses repas et ces repas ne cessent d'exploser parce que la pauvreté explose. Et donc, en effet, si l'État prenait sa part pour toute une série de missions, et je reviendrai aussi sur des missions qui, moi, me tiennent à cœur dans les quartiers populaires où le service public en tant que tel disparaît et donc le monde associatif prend cette place-là. Si l'État, les pouvoirs publics faisaient leur part, je vous assure que les gens qui aujourd'hui font vivre ça, ils trouveraient plein d'autres choses à faire et on aurait une société qui progresserait et qui ferait diminuer la part tout simplement de l'injustice et des inégalités. Je crains, monsieur le procureur, que ce ne soit votre dernière question. Je vous remercie. Je vous remercie. Maître, le témoin est à vous. Merci. Madame Autain, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais commencer par une petite blague. Mais allez-y, j'adore les blagues. Madame Autain, vous êtes bien hautaine. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on rigole. Ouais, non, là, ça, on me glisse dans l'oreillette que c'est nul. Hein. Je sais. Je me disais que l'ensemble des gros dégueulasses de l'Assemblée, vous la faisiez régulièrement et que donc j'allais éviter. Non, vous êtes plus nul que les gros dégueulasses de l'Assemblée, c'est donc officiel. Voilà. Ce n'est pas très gentil, monsieur le Président. En tout cas, au cours des débats, je n'ai encore jamais eu cette remarque, mais ça viendra. Mais en cours de récréation, quand j'étais petite, je l'avais. Avec aussi, vous savez, les clémentines, il y a toujours un petit... Comment ça s'appelle? Vous savez, sur les clémentines, il y a des petits autocollants. Là, et on vous les mettait dessus. Voilà. Et à l'Assemblée, on ne l'a encore pas fait. Non, c'est vraiment... C'est petit. C'est petit. Donc, je vais aller directement à une question. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement 3 raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on doit garder des associations en France? Classifié.
J'ai un peu développé tout à l'heure là-dessus, donc au risque de me répéter. La première raison, c'est que c'est une forme d'activité qui n'est pas tournée vers la logique marchande et qui est tournée vers la volonté libre des individus de s'associer pour mener une activité. Et ça, cette exigence de liberté qui échappe au monde marchand, pour moi, c'est très important. Deuxièmement, je pense que le travail globalement des associations, avec toute la limite de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est difficile de présenter comme un tout cohérent le monde associatif, mais disons qu'il remplit des missions aujourd'hui qui sont vitales pour ce qui, moi, me tient à cœur, c'est-à-dire le bien commun, la justice, le combat contre les inégalités, contre la pauvreté. Et donc, c'est une activité qui est une activité bien souvent tournée vers des enjeux, pas toujours, hein, pas toutes les associations, mais je dirais le gros des associations, est tournée vers des actions qui me paraissent être des actions de solidarité vitales pour une société émancipatrice. Et une troisième raison... Tout est dans tout, qui est dans tout. Tout qui est dans tout, qui est dans tout. Non, mais j'ai peur de me répéter encore. Donc je disais la liberté, les activités qui y sont faites, et puis sans doute aussi un enjeu de démocratie. Je pense que les associations participent aussi à la vitalité démocratique par leur prise de position, parce que parfois elles peuvent constituer un contre-pouvoir, et parce que je trouve que le pouvoir en place a tendance aussi toujours à escamoter ce qu'on appelle, le terme est peut-être impropre, on dit les corps intermédiaires, donc, dont font partie les associations, mais disons plus globalement ce qu'on appelle les médiations. Et je ne crois pas qu'on puisse faire avancer la société sans des médiations. Et les associations, le tissu associatif fait partie des acteurs de cette médiation qui est nécessaire pour la vitalité démocratique. Très bien. Vous venez de nous dire que les associations sont importantes pour la démocratie. Et beaucoup de partis politiques sont des associations. J'ai l'impression qu'on parle... D'ailleurs, les mouvements politiques sont aussi vitaux pour la démocratie. C'est ça. Je sais pas où on va. Et j'ai l'impression qu'on parle des associations, mais qu'on a l'impression qu'on parle que des associations comme la Croix-Rouge, qui sont des associations tout à fait honorables. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'associations? Et est-ce que certaines de ces associations ne peuvent pas... leur rôle ne peut pas être rempli par l'État, comme essaie de le dire Monsieur le procureur. Si l'État avait le contrôle de toutes les associations, ou s'il faisait le travail de toutes les associations et donc de tous les partis, j'ai l'impression qu'un État qui contrôle tous les partis, c'est une dictature, non? Oui. Oui, du coup, il faudrait quand même laisser cette indépendance, donc laisser des associations qui puissent jouer ce rôle démocratique. Oui, il faut que les associations se développent, d'abord parce que... peut-être une dernière raison que je n'ai pas dite aussi tout à l'heure, c'est que c'est aussi un lieu d'épanouissement pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont plaisir à avoir une activité qui est une activité bénévole. Je ne parle pas des salariés très importants dans le monde associatif, mais la plus grosse part en réalité, c'est quand même des bénévoles, donc des gens qui ne tirent pas d'argent de cette activité, mais qui tirent du plaisir à le faire. Du plaisir à être solidaire, du plaisir à... On a des associations, je parlais de la pétanque, mais on a plein d'associations aussi qui se retrouvent tout simplement pour passer un moment agréable ensemble ou pour fabriquer des choses ensemble. Et ça, pour moi, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire cette idée qui est défendue par le président de la République que la réussite, quand vous l'écoutez très souvent, Emmanuel Macron, il dit que la réussite est synonyme de gagner beaucoup d'argent. Il a dit l'autre jour dans un des discours, il ne faut pas qu'il y ait de plafond de verre à la réussite, et c'était à l'occasion d'un développement qui concernait les niveaux de revenus. Précisément, je crois que dans ce qui se passe dans le monde associatif, ça nous permet de nous poser la question de qu'est-ce que c'est que de bien vivre, qu'est-ce que c'est qu'avoir une vie qui a du sens. Mais très souvent, un engagement associatif, il permet aussi de lui donner du sens à sa vie. Et j'aimerais bien qu'on explique aux nouvelles générations que oui, bien sûr, il faut travailler, gagner sa vie, mais dans ce cas-là, revalorisons le travail et non pas le capital, et faisons en sorte qu'il y ait du travail pour ceux qui doivent travailler pour en vivre. Ça, c'est la première chose. Mais disons-leur aussi que donner du sens à sa vie, donner du sens à ce qu'on fait, on peut le trouver dans l'engagement associatif. Et moi, je vois beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires. Je suis élue de quartiers très populaires, pas très loin d'ici, Sevran, Villepinte et Tremblay, en dessous de Roissy. Et je sais aussi que par l'engagement associatif, des jeunes, d'un seul coup, prennent conscience de pas mal de choses. On avait fait un dispositif, d'ailleurs, dans le cadre de la communauté d'agglomération, où on avait payé le permis de conduire à des jeunes, moyennant un engagement dans une association de 70 heures. Et c'était une expérience qui, pour beaucoup de jeunes, avait été une ouverture sur le monde et avait permis d'avoir un retour sur soi-même, sur le sens de sa vie, que j'ai trouvé particulièrement intéressante et qui vaudrait le coup aussi d'être amplifiée. C'est-à-dire
dans l'association de son choix. Il y a une grande liberté, il y a une grande vitalité, hein, Seine-Saint-Denis, des associations, même si souvent elles font avec des bouts de ficelle et que ce n'est pas toujours facile pour avoir un local, pour avoir ci, pour avoir là. Facilitons-leur la tâche et au contraire, appelons les jeunes à s'engager quand c'est possible. Parfois, c'est plus difficile avec les temps de la vie de le faire quand on a des enfants ou quoi que ce soit, mais d'avoir cet engagement qu'ont beaucoup les retraités. Et c'est pour une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis pour le départ à la retraite à 60 ans, c'est que pour vraiment ce maintien-là, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent après, que c'est des temps de vie précieux, mais qu'on sait aussi que la vitalité associative, elle repose pour une grande part sur de jeunes retraités et que ça rentre peut-être pas toujours dans le produit intérieur brut, dans une comptabilisation de la richesse que je conteste, mais en revanche, je pense que ça participe du développement utile de notre société. Donc il est capital d'avoir des associations. Je vous laisse applaudir, c'est vrai que c'était plutôt... Il y a des jeunes retraités dans la salle. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est capital d'avoir des associations dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, on est au parc de la Courneuve, on est dans les quartiers populaires. Donc c'est capital. C'est extrêmement important d'avoir des associations dans ces quartiers. Ouais, je vais prendre un exemple, parce que ce matin, justement, j'étais dans une association, dans un des quartiers qui s'appelle Lannou à Villepinte, et il y avait un jeune qui s'appelle Kevin, qui a monté une association et qui fait des tonnes d'activités en tout genre. D'ailleurs, c'est parti du sport, puis ensuite, il a fait des choses qui sont liées à l'art plastique, etc. Il est très connu dans le quartier, et à côté, il y a une antenne de jeunesse institutionnelle. Et la question qu'on se pose, enfin moi ça fait, je me la pose plus, mais en tout cas le constat qu'on peut faire, c'est que les jeunes vont aller plus facilement voir Kevin avec son association qu'ils ne vont aller à l'antenne jeunesse qui représente l'institution. Donc la richesse, elle est aussi avec ça, c'est-à-dire que c'est un biais qui pourtant peut ramener à l'institution, parce que c'est une association qui a des liens aussi avec la mairie, avec ci, avec là, avec l'école. Mais en même temps, ce biais-là, il permet à des jeunes de franchir la porte, là où ils ne la franchissent pas, quand vous avez un truc en bonne et due forme, avec marqué antenne jeune ou je ne sais quoi, qui correspond vraiment à l'institution, et dans votre quartier, vous ouvrez la porte de l'institution. Et donc c'est aussi une des utilités, à mon avis, dans nos quartiers populaires du monde associatif, c'est qu'il permet à certains publics de mieux pouvoir trouver les biais, les rouages. On en a aussi sur ce qui se développe beaucoup. Le nom m'échappe à l'instant, mais vous savez, ces boutiques qui sont moitié associatives, moitié privées, ça plairait beaucoup à Monsieur Borrello. Le nom m'échappe, mais vous allez trouver tout de suite ce que c'est, qui s'installe dans les quartiers populaires, mais pas seulement, qui sont des aides aux démarches administratives. Et je pense que le fait que ça ne soit pas totalement service public en tant que tel, même si ça devrait l'être, voilà, les PIM, merci. Les PIM qui se développent. On pourrait se dire que c'est au service public de le faire, hein. C'est vrai que c'est complètement dingue. Mais peut-être que ça va le devenir, c'est-à-dire que cette idée qui vient du monde associatif, elle est créative, elle peut ensuite être reprise par le service public, mais c'est parce que les gens sont là et se débrouillent et essaient de faire quelque chose qu'ensuite on interpelle les pouvoirs publics et on leur dit mais regardez, là il y a quelque chose sous la main qui est terriblement utile. Les gens n'arrivent pas à répondre on en revient à la bureaucratie tout à l'heure, mais les gens sont parfois submergés par tout ce qu'on nous demande du matin au soir, et le fait d'être accompagné dans cette démarche, c'est aussi un lien, et ça réassure, et peut-être que le fait que ce soit des personnels pas directement institutionnels permet plus facilement de pousser la porte et d'oser dire écoutez, là je comprends pas, je sais pas remplir ma feuille d'impôt. Et donc ça, c'est voilà, une façon de faire qui relève de la richesse, à mon avis, de l'idée associative. Merci beaucoup, Madame Audin. Merci à vous. Je vous remercie, Maître. Merci, Madame la députée. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons passer... On me dit que vous auriez éventuellement... Vous n'avez pas de pièce à conviction, vous, non, c'est pas la peine, ça. Vous oubliez. Elle est là, la pièce à conviction. Elle est avec Madame Ferron, Monsieur le Président. Ah, je comprends rien à ce qui se passe dans ce tribunal, moi. On va donc passer à notre troisième témoin, Madame Ferron, si vous voulez bien vous donner la peine de passer à la barre. Nous rappeler, je vous prie, apparemment vous avez aussi des amis dans le public, nous rappeler, je vous prie, votre identité ainsi que votre raison de votre présence dans votre tribunal. Alors, Geneviève Ferron, je suis cofondatrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle Profil, et qui travaille sur les nouveaux modèles de gouvernance et modèles économiques au service du bien commun. Alors pourquoi je suis là? C'est une bonne question. Mais je suis là parce que probablement j'essaye d'explorer une troisième voie entre profit et non-profit, et de peut-être
de donner à penser que ces deux secteurs ne s'opposent pas toujours, mais qu'il peut y avoir une ligne de crête féconde. Voilà. Serez-vous le premier témoin de la journée à bien vouloir, juste jurer, de vous exprimer pour le bien des générations futures? Alors oui, je vais le faire. Alors je vais jurer pour le bien déjà des générations présentes. J'y arriverai pas. Moi, je sens que... Et je vais aussi prêter serment pour les générations futures, absolument. Et Clémentine, c'était Marie-Thérèse, c'était pas Bernadette, c'était je vous jure, madame, je vous jure, mais c'était Marie-Thérèse et pas Bernadette. Mais oui, je veux bien jurer, voilà. Non, parce que les associations, tout ça, enfin bon... Très bien, eh ben, je vous laisse avec le procureur. Moi, je ne m'occupe plus de rien. Si vous voulez, on peut aussi arrêter le procès et regarder La vie est un long fleuve tranquille. J'ai l'impression que ça fait consensus. Bien. Madame Ferron, si vous voulez bien, on va regarder une pièce à conviction qui parle... Il y a une pièce à conviction Oui. Ouais, je n'étais pas complètement gouré. Non. C'est en avance pour une fois. Il faut savoir pour commencer que l'association est par définition à but non lucratif. Il lui est possible d'avoir une activité économique, mais cette activité doit être exercée de façon désintéressée. Pour vulgariser, l'association n'est pas là pour faire de l'argent. En revanche, une société a pour vocation initiale de réaliser un profit et peut partager ce profit avec ses associés. Dans le cas d'une... Voilà, donc là, ce qu'on entend, c'est effectivement un témoin qui revient sur cette vieille ligne Maginot qui existe entre les associations désintéressées et les entreprises intéressées. Or, vous avez travaillé sur un rapport pour proposer un nouveau statut qui serait celui des entreprises à mission qui servirait l'intérêt général. Est-ce que vous pouvez présenter la fiche d'identité de ces entreprises ? Alors, les entreprises à mission, derrière les entreprises à mission, il y a quand même des entrepreneurs d'une race particulière. C'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs, et ça va vous paraître oxymoresque au possible, mais qui veulent conjuguer performance et sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème avec la lucrativité, avec le fait de faire du profit, mais qu'ils veulent mettre ce profit au service d'une mission, donc d'où le nom entreprise à mission. Et cette mission, elle peut être d'ordre sociétal, environnemental, culturel, scientifique. Enfin, en tous les cas, ils ont envie d'être utiles, et d'une certaine façon, le profit qu'ils vont générer va être au service de cette mission, dans un souci de partager la valeur avec toutes les parties prenantes qui sont précisément dans leur écosystème. Donc ils sont assez peu nombreux, si on peut dire. C'est probablement une espèce, j'espère, en développement rapide, mais encore confidentielle, sur laquelle je place beaucoup d'espoir. Alors, au fond, que des entrepreneurs disent qu'en fait, ils ont envie de s'intéresser à la cité, au bien commun et être porteurs de sens, c'est pas nouveau. Et il y a eu beaucoup de désillusions dans l'histoire avec des entrepreneurs qui prétendaient être d'un genre nouveau, mais une fois qu'ils avaient fait un petit peu fortune, ont revendu leur société à des gens moins philanthropes. On peut évidemment penser à Ben & Jerry's aux États-Unis ou chez nous à Michel et Augustin qui avaient dit qu'ils étaient les tromblions du goût avant de se revendre au fonds Artemis. Et ça, c'est assez malheureux. Les entreprises à mission, vous dites qu'en revanche, c'est différent. On a une espèce de coffre-fort du sens qui nous protège. Effectivement, entreprise à mission, tout ce que vous avez dit tout à fait juste. Je pense que si Ben & Jerry avait pu bénéficier d'un statut juridique qui aurait permis de les protéger, à tout le moins, ils auraient pu, quand Unilever est allé les voir, dire Monsieur le juge, nous, on a un statut d'entreprise à mission, ce qu'on appelle aux États-Unis les Benefit Corporation, et donc on peut au moins dire pouce. On n'a pas forcément envie de se faire avaler tout de suite par Unilever, est-ce qu'on peut discuter? Et en fait, les entreprises à mission, c'est derrière, il faut comprendre qu'il y a un statut juridique. Donc ce statut juridique, ce n'est pas la panacée, mais c'est au moins un niveau de protection qui permet de se différencier et de protéger cette mission en droit, quand à des moments d'ailleurs très particuliers de la vie d'une entreprise, qui sont la transmission. J'ai monté une entreprise, mais j'arrive, je vieillis, qu'est-ce qui se passe? C'est clairement le cas de Yvon Chouinard pour Patagonia. C'est aussi au moment où on doit augmenter le capital, parce qu'on grandit très vite, parce qu'elles ont du succès, ces entreprises, parce qu'elles sont en résonance avec les attentes de la société, parce qu'elles sont sincères, elles sont alignées, donc elles ont du succès. Et bien sûr, elles attirent les convoitises. Et donc, le statut leur permet, à tout le moins, de dire « attention, je ne suis pas forcément comestible comme vous le pensez ». Et peut-être que derrière ce statut, il y a une volonté de hacker le capitalisme, soyons fous. Et peut-être encore, si on est, comment dirais-je, il y a des formes ultimes d'entreprises à mission qui sont les fondations actionnaires. C'est-à-dire qu'on peut aussi
faire en sorte que l'entreprise appartienne à une fondation et la fondation, elle appartient à personne. Elle relève vraiment de l'intérêt général. Donc vous voyez que finalement, l'outil juridique autour des entreprises à mission et de ce capitalisme responsable, ce n'est pas un oxymore. Enfin, on va dire pour l'instant, c'est un peu un oxymore. Hein. Mais on va travailler parce que il faut comprendre que si on considère qu'il y a les gentils qui non-profitent d'un côté, les méchants profitent de l'autre, et qu'on va y arriver compte tenu des enjeux monstrueux qu'on a devant nous pour les générations présentes et futures, ça va être vraiment très compliqué. On doit aller vers de la convergence et on doit aller vraiment repenser les modes de gouvernance en profondeur. C'est pour ça que ces statuts sont intéressants. Alors on est vendredi soir, on a quand même le droit d'être un peu utopiste. Est-ce que les entreprises à mission pourraient faire boule de neige? Et Clémentine Autain expliquait juste auparavant que le PIB ne mesure pas tout. Et le PIB ne mesure notamment pas les externalités négatives. Est-ce qu'on peut imaginer que sous la pression des entreprises à mission, un certain nombre de grands groupes qui ont une empreinte négative très forte, Total, la BNP, Apple, ce qu'on veut, doivent du coup reverser une partie de leurs bénéfices au bien commun? Alors là, je pense qu'on va attendre encore un petit peu, mais on est vendredi soir. Alors non, ce qui est tout à fait juste, c'est que ces entreprises à mission, elles ouvrent effectivement la voie. Par exemple, beaucoup d'entreprises à mission font partie du 1% pour la planète et elles donnent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations. C'est pour ça que les entreprises à mission travaillent avec les associations et d'une certaine façon les aident à se fortifier et à mieux travailler avec elles. Mais les très très grandes entreprises que vous avez citées, à mon avis, sont dans une complexité très forte. C'est-à-dire que quand on est coté en bourse, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'actionnaire, quel numéro de téléphone? Une petite entreprise familiale, l'actionnaire, vous le connaissez. L'actionnaire, il est plus ou moins homogène. Donc c'est plus facile et on reconnaît des actionnaires qui... D'ailleurs, c'est intéressant, il y a des fondateurs d'entreprises à mission qui, en fait, voulaient créer des ONG. Mais ils se sont dit, si on crée des ONG, on va passer notre temps à tendre la main pour des subventions. Donc, pour éviter de mettre toute notre énergie dans de la collecte de fonds et des subventions, on va créer une entreprise et on va réellement rediriger le profit vers la mission dont on rêvait. Et on en connaît beaucoup. Mais c'est facile, c'est cohérent, c'est homogène. Les grandes entreprises cotées, honnêtement, il y a des actionnaires qui sont là pour 1 nanoseconde, des actionnaires qui sont là pour 5 ans, des actionnaires qui sont là pour 9 mois. Vous comprenez que c'est compliqué de converger vers une mission. Mais ça n'empêche pas les grandes entreprises. Cela étant, si je suis vraiment intellectuellement honnête, ça n'empêche pas les grandes entreprises de donner beaucoup pour les associations. Et par exemple, pour les PIMS, il me semble que les grandes entreprises donnent des chats pour les PIMS. Donc vous voyez, à mon avis, moi, je ne suis pas très bonne pour voir les choses en blanc et en noir, monsieur le procureur. Je ne vois que dans des zones qui sont un peu intermédiaires en termes de couleurs. Et malheureusement, le monde, si on continue trop à tirer vers le noir ou vers le blanc, ce qui nous attend n'est pas forcément très heureux. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Maître, je vous en prie. Merci. Madame Ferron, bonjour. Cher maître. Alors, j'ai une question assez simple pour commencer. Vous nous avez parlé des entreprises à mission, vous nous avez parlé de la responsabilité sociale des entreprises, sans la nommer, il me semble. Oui, c'est exact. Mais tout ça, souvent, on a l'impression que c'est plutôt du marketing pour faire de l'argent. Alors, c'est plutôt du marketing ou c'est la même chose? Faire du marketing, c'est pour faire de l'argent. Mais du coup... Si on est dans une mission sociale, si on est dans quelque chose d'humain... Ah, mais oui, je comprends. Où est l'humain ici? Est-ce que l'humain, c'est juste une façon d'amener les gens à acheter? Eh bien, il me semble que pour les entreprises à mission, et encore une fois, dont je rappelle que c'est dans le biotope des entrepreneurs, et c'est une biodiversité extraordinaire, les entrepreneurs. Vous en avez qui sont absolument fabuleux. Il y a des entrepreneurs sociaux. Il y a des entrepreneurs qui n'ont pas de problème avec l'aspect lucratif et marchand, mais qui sont néanmoins très engagés dans une recherche de sens. Et vous avez des entrepreneurs qui sont prédateurs. C'est un peu comme dans la nature. Vous avez des contributeurs. Il y a des espèces qui sont contributives. Il y a des espèces qui sont prédatrices. Et effectivement, à force de déréguler, à force de libérer, on a plutôt des espèces prédatrices. Donc il faut réintroduire un peu de biodiversité dans le biotope des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs à mission, ils se sentent profondément contributeurs. Et ils s'interdisent d'aller dans des modèles économiques qui génèrent des externalités négatives. Ça veut dire que très concrètement, des entrepreneurs à mission
on va reparler de Patagonia, mais il y en a d'autres qui disent oui, on est une grosse boîte, on fait peut-être 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais peut-être que demain on n'en fera que 800. Et c'est très bien parce qu'il faut tourner le dos à de la croissance toxique. Et il faut tourner le dos à cette consommation addictive, à cette consommation éphémère. Donc ce sont des entreprises qui déjà ont compris qu'on était dans une post-consommation, qu'il fallait être utile et sincère, et qu'il n'y avait pas d'autre issue en dehors de ça. Donc faire de l'argent, oui, mais pas n'importe comment, pas en vendant son âme, et probablement qu'elles préfigurent ces entreprises à mission, ce qui pourrait être un modèle dominant demain, et peut-être pourrait inspirer nos bons vieux prédateurs, parce que dans les prédateurs, il y a des gros dinosaures, et je ne suis pas sûre qu'ils passent complètement la décennie. Du coup, vous parlez beaucoup d'entreprises. Et je n'ai pas l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'il faut supprimer les associations, mais plutôt qu'il faudrait réformer les entreprises, les changer. Alors, je ne pense pas du tout qu'il faut supprimer les associations, mais je pense que autant il y a des entreprises qui me paraissent des gouvernances absolument aberrantes, beaucoup de connivence, de la confiscation, l'absence de transparence, mais je pourrais dire la même chose du côté des associations. Il y a des associations qui sont connivantes, qui ont une absence de transparence, dont la gouvernance ne fonctionne pas et qui oublient même la mission pour laquelle elles ont été créées. Donc, encore une fois, je ne pense pas que le statut fasse vertu. Je crois que de là d'où on part, l'essentiel, c'est de converger vers de l'utilité, avec beaucoup d'intégrité, d'humilité et de sincérité. Donc, et je crois beaucoup aux ponts qui peuvent être créés entre entreprises et associations. Et je suis persuadée que c'est sur ce pont-là qu'on arrivera à construire un monde meilleur pour les générations futures, Monsieur le Président. Enfin, on s'y intéresse. Merci. Je vous en prie. Du coup, on garde les associations qui font un travail positif, on garde les entreprises qui font un travail positif et on va vers quelque chose de meilleur. C'est ça votre idée? Ça a l'air un petit peu niais, mais ça l'est pas. On est vendredi soir. Oui, on garde ceux qui sont les plus intègres, les plus sincères et les plus efficaces et probablement les plus lucides également. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait d'Apple, de Monsanto, de Total? Est-ce qu'on les balance à la poubelle? Du goudron et des plumes. Non, le goudron, on ne peut plus à cause du carbone. Donc, non, il me semble que les grosses entreprises dont vous parlez symbolisent un type de croissance pour lesquelles, à laquelle nous devons tourner le dos progressivement. Puisqu'on est dans des approches qui enrichissent l'actionnaire exclusivement. Je ne vois pas où est le partage de la valeur chez Apple. Mais nous sommes tous schizophrènes, puisque nous avons tous des appareils Apple et moi la première. Donc je confesse, pas la peine de me le dire. Je sais que dans l'audience, il y en a qui le savent, donc je me livre tout de suite. Je pense que pour Amazon, on est dans quelque chose qui est d'un autre ordre, parce que là, quel est réellement le sens d'avoir quelque chose en 1 heure? Est-ce que si j'ai quelque chose en 1 heure, est-ce que ça veut dire que je suis dans une forme de régression? Ça veut dire que c'est la même chose que je suis livré tout de suite, et bien forcément, je marche sur la gueule de quelqu'un et j'ai une externalité négative sur la planète. Et donc, à partir de là, je crois que chacun devrait repenser à sa propre responsabilité. Donc, pour moi, sortir de cette croissance toxique, de ces modèles économiques toxiques le plus rapidement possible. Et le consommateur, qui se réveille, parce qu'on a parlé des entrepreneurs, on a parlé des militants associatifs, on a parlé des citoyens et des électeurs, mais le consommateur, il a énormément de cartes en main. Donc je suis aussi pour des consommateurs à mission. Merci beaucoup, Madame Ferron. Merci, Madame Ferron. Jean-Yann disait, on veut tous sauver la planète, mais il n'y en a pas un pour descendre la poubelle. Je crois que c'est à peu près la même chose. Il est temps d'entendre notre dernier témoin. Monsieur Combe, je vous prie, veuillez passer à la barre, nous décliner votre identité, nous dire pourquoi vous êtes ici. Bonjour, Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge française, et je suis ici pour lutter contre les préjugés. On a entendu beaucoup de préjugés aujourd'hui, et moi je veux prouver qu'on peut être une association humanitaire et être efficient, exemplaire et innovant. Quelque chose me dit que, vu l'endroit où se passe ce tribunal, vous allez être entendu. Pourriez-vous, je vous prie, jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Dites oui, pour une fois qu'il y en ait un. Eh bien non. C'est pas parce que j'ai une cravate que je suis conformiste, monsieur. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est pas parce que je porte une robe que je ne le suis pas. J'aurais aimé qu'on me dise oui à cette question au moins une fois. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Alors qu'il n'a pas juré? Qu'est-ce que vous voulez? En fait, je maîtrise rien du tout, moi. C'est la déliquescence en Macronie, là, Jean-Marc, il faut faire quelque chose.
pas cru comprendre. Monsieur le directeur général, une première question très simple et très neutre. Est-ce qu'au fond, vous avez intérêt à réduire les problèmes de société auxquels vous vous attaquez, puisque moins de personnes à la rue, c'est moins de maraude, c'est moins de collecte de dons derrière, etc. Cette question n'est pas une blague. Hein. Il a un humour particulier, mais cette question n'est pas une blague. Quoi ? C'est du bon sens. Bien sûr qu'on a intérêt à réduire les inégalités. C'est l'objet social de l'association de la Croix-Rouge française. On est là pour... et on espère qu'un jour, on n'aura plus besoin d'exister et que tous les bénévoles qui sont aujourd'hui engagés à nos côtés, eh bien demain, ils pourront s'engager pour d'autres causes. D'accord, donc en fait, votre rêve, c'est de faire un plan social des 15 000 salariés de la Croix-Rouge parce qu'il n'y aura plus de problème en France, on est d'accord ? Absolument pas. Absolument pas. C'est moche. C'est moche. C'est très moche. Je pense qu'il y aura toujours des besoins sociaux dans notre pays, malheureusement. Et on ne fait pas que lutter contre la précarité, on fait beaucoup d'autres choses. On forme les gens, on accompagne et on lutte contre la dépendance. Et je pense que le vieillissement de la population, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. Et M. Borrello ne me contredira pas. Je pense pas. À propos de lui directement ou le groupe SOS ? Si vous pouvez préciser votre pensée, parce qu'il a l'air de ne pas comprendre. Plus sérieusement, en 2013, le gouvernement de François Hollande avait envisagé de revenir sur ce qu'il appelle une niche fiscale des dons aux associations, et le président Mattei, à l'époque, avait joué un grand rôle auprès de Moscovici pour dire qu'il ne fallait pas la supprimer, parce que ça n'était pas une niche fiscale, mais qu'il y avait beaucoup d'utilité. Il avait employé l'argument de l'utilité économique, en disant, au fond, ce que nous faisons, si l'État devait le récupérer, il mettrait beaucoup plus d'argent. Mais du coup, est-ce que ça ne fout pas un peu de vous les idiots utiles du libéralisme ? Alors moi, je suis désolé, je trouve qu'on parle beaucoup d'économie aujourd'hui. On a tous parlé beaucoup d'entreprises, d'associations en parlant d'efficience, et on mesure ici, manifestement, que l'efficience de nos organisations par le biais économique. On mesure aujourd'hui l'efficience de nos organisations aussi par leur impact social. Et l'impact social d'une association, d'une organisation comme la nôtre, il est immense et il est beaucoup plus grand que n'importe quelle autre organisation, ne serait-ce que parce que, comme vous pouvez le voir ici dans l'audience, on a des milliers de bénévoles qui sont présents ici aujourd'hui et dont on ne mesure pas l'impact et le poids, si on veut revenir à l'économie, économique pour notre société. Ils réalisent des choses qui sont immenses, ils relèvent des défis immenses que l'État seul ne peut pas relever. Et j'ajoute par ailleurs que l'impact social, il se mesure aussi dans leur investissement et dans leur engagement, qui est un engagement volontaire et qui fait du bien à notre société, qui renforce la cohésion sociale. Et ça ne se mesure pas, ça n'a pas de prix. Alors c'est un peu dommage, on pourrait le mesurer quand même. Pour aller dans votre sens, on pourrait vous accorder plus de crédit pour le fait Alors, que... il y en a qui essayent de le mesurer, hein, et d'ailleurs, on en parlait ce matin, on avait notre assemblée générale, on parlait de la valorisation monétaire, financière du bénévolat. Autant vous dire que c'est quelque chose qui s'est plutôt au doigt mouillé et qui est assez peu représentatif, finalement, de la vraie valeur de cet engagement. J'ai le temps d'une dernière question. Je vois les tenues, je vois les logos et je vois l'importance d'appartenir à la Croix-Rouge française. Mais au fond, est-ce que plus important que le fait d'appartenir à la Croix-Rouge française ou à Médecins du Monde sur ces territoires, est-ce qu'il n'y a pas plus important au-dessus de tout ça les causes, à savoir venir en aide aux plus fragiles, aux personnes dans la rue, aux migrants que vous accueillez dans vos CADA, et au fond, peu importe l'étiquette et la cause est au-dessus? Mais bien sûr que les causes, elles sont plus grandes que nous, elles sont plus importantes que nous. Après, ce que vous appelez notre logo, qui est un emblème, qui est protégé par des conventions internationales, il est synonyme de valeurs, de principes qui sont au centre duquel on a l'humanité, et ce qui peut être reconnu par l'ensemble aujourd'hui des bénévoles et des associations qui s'engagent comme nous dans le domaine humanitaire. Et d'ailleurs, on n'est pas seul ici. Il y a la Croix-Rouge. La Croix-Rouge invite, il y a aussi ses partenaires, il y a aussi de nombreuses associations qui sont à nos côtés et qui partagent la lutte que nous menons au quotidien. Bon, merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le procureur. Maître, le témoin est top. Merci. Monsieur Combe, bonjour. Bonjour, maître. Visiblement, vous ne vous rasez pas le matin, donc je ne vais pas vous demander si vous y pensez quand vous vous rasez le matin, mais quand vous allez vous coucher le soir, est-ce que vous pensez à ces nouveaux acteurs de l'ESS? Est-ce que vous avez peur de vous faire dévorer? La Croix-Rouge.
Alors ça m'empêche pas de dormir, rassurez-vous. Et pour une raison qui est simple, c'est que nous sommes un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et nous le sommes depuis très longtemps, n'en déplaise à M. Borrello. Il n'a pas inventé l'économie sociale et solidaire. Je sais qu'il est plus proche de la fin de vie que du début. Mais la Croix-Rouge, elle a 150 ans et l'ensemble de ses activités a toujours été fondé sur ce modèle. Regardez nos secouristes, ils font des formations, ils s'autofinancent. Regardez nos actions textiles, par exemple, ils permettent de financer, d'autofinancer des actions sociales. C'est un modèle qui a toujours existé, qui a toujours vécu à la Croix-Rouge française. Rien de nouveau, ça ne m'empêche pas de dormir, j'ai confiance dans mon organisation. Est-ce qu'on peut juste rappeler à l'intégralité de la Cour que nous ne faisons pas le procès de M. Borrello? Voilà, merci. Est-ce que du coup vous pensez qu'au contraire, la Croix-Rouge peut collaborer, ou collabore peut-être déjà, avec ces nouveaux acteurs? Bien sûr, et je pense que c'est une évidence, on a aussi beaucoup de choses à apprendre du monde de l'entrepreneuriat social, on a aussi beaucoup de choses à apprendre de l'entreprise pour gagner en efficience, pour gagner aussi en agilité. Je pense qu'on a quand même aussi du travail et on s'appuie sur ce qu'ils peuvent faire et on se coordonne, on fait des choses aussi ensemble. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de supprimer les associations, mais plutôt de prendre le meilleur des deux et de faire quelque chose de positif avec ça. Exactement. Alors, Monsieur Combes, vous êtes un peu à l'image de la Croix-Rouge. Un truc un peu vieillot qui essaye de se donner des airs de jeune. Mais au-delà, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Non, mais je tiens à rappeler que vous êtes l'avocat. Si vous déglinguez votre client, moi, je ne peux pas les retenir. Mais au-delà de ça et de votre dégaine de Georges Clooney-Franchouillard, en 3 mots, et je dis bien 3 mots. Monsieur Combes, changez d'avocat. Pourquoi c'est... En 3 mots. Pourquoi les associations, telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles sont indispensables? 3 mots, bon, 3 phrases si vous voulez. Hein. C'est dur. Solidarité, humanité et engagement. Merci. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, votre honneur. Merci beaucoup, monsieur Combes. Merci beaucoup. Je crois savoir que certains ou certaines de nos témoins ne peuvent hélas pas rester avec nous plus longtemps. Exceptionnellement, je vous donne le droit d'y aller. Ça me donne un pouvoir absolument considérable. Si vous voulez rester, vous êtes évidemment tous les bienvenus. Il va être temps de conclure ce procès. Nous allons le conclure par, d'abord, le réquisitoire du procureur. Monsieur Hédin, où vous voulez, soyez concis, soyez sage. Et surtout, ne soyez pas plus long que 5 minutes. Alors, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les engagés associatifs, je viens en paix. J'ai moi-même cru à ce modèle, j'ai partagé vos combats, j'ai donné à des causes et je me suis engagé comme bénévole et j'ai cru que c'était la solution pour changer le monde. Après 20 ans, à vouloir croire en ce modèle et à attendre les grands soirs associatifs, j'en ai un peu marre des gueules de bois à répétition les lendemains matins. Si j'arrête de croire aux associations, ça n'est pas parce que je doute de la justesse des causes qu'elles défendent, qui le pourrait, mais parce que je vois bien comment des intérêts privés et les politiques libéraux vous utilisent comme idiots utiles. De même que les entrepreneurs sociaux sont le social and greenwashing d'un capitalisme de plus en plus fou, les associations, hélas, sont les idiots utiles et très utiles d'un monde de plus en plus individualiste. Je vais vous demander une petite introspection, mesdames et messieurs. Combien de fois avez-vous entendu un dirigeant associatif dire « Dans un monde idéal, je n'existerai pas » Et sans doute des centaines de fois, je parie, parce que les associations naissent toujours, au fond, sur des cris de colère légitimes, des indignations. Henri Dunant à Solferino ou l'abbé Pierre en 1954. Sauf que l'abbé Pierre se battait pour que plus personne ne dorme à la rue, et 60 ans après, nous avons 143 000 sans-abri en France et plusieurs centaines de personnes qui meurent à la rue. Alors moi, j'aime beaucoup la Fondation Abbé Pierre, mais admettez que ça interroge. Un autre exemple de ces associations qui essayent de vider les océans avec une cuillère. En 1985, lorsque Coluche crée les Restos du Cœur, il part du principe qu'il aura réussi son pari, Clémentine Autain l'a dit, lorsque plus personne n'aura faim dans un pays aussi riche. À l'époque, 5000 bénévoles distribuent 8 millions de repas. Aujourd'hui, les restos ont distribué 136 millions de repas grâce à 70 000 bénévoles dédiés à 900 000 bénéficiaires. C'est insane. Idem pour des associations comme Solidarité Nouvelle face au chômage, à Arès et Emmaüs Défi, ou le groupe SOS évidemment, qui réinsèrent de plus en plus
tandis que le chômage augmente, mais le chômage et la pauvreté explosent. Il faut prendre les problèmes en amont. Quand Éco-Emballage se félicite de recycler davantage et davantage de déchets, on ne pense pas que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, plutôt que d'en mettre autour des clémentines et des bananes. Plutôt que de demander si on doit donner des soupes aux personnes qui sont dans la rue, la question est qu'elles ne soient plus dans la rue. Et là où c'est d'autant plus scandaleux, c'est que les ONG sont de plus en plus débordées, alors même que la France n'a cessé de s'enrichir sur la période. Piketty vous expliquera qu'aujourd'hui, nous sommes redevables d'une année de PIB, alors qu'il y a 30 ans, nous n'étions qu'à 50%. Certes, mais dans le même temps, les patrimoines privés français sont passés de 3 à 6 années de PIB. Nous sommes 2 fois plus riches. Qui vous le dira? Le problème, c'est la répartition des richesses. L'État a organisé lui-même sa propre impécuniosité pour complaire à une bande d'escrocs encravatés, non pas façon Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, mais ceux de la promo Voltaire ou Senghor de l'ENA. Nous partons très loin, mesdames et messieurs, mais nous allons sur une pente fatale, celle de l'empowerment à l'américaine. L'empowerment, c'est quand on demande aux citoyens de se prendre par la main. Là-bas, quand il y a des catastrophes naturelles, on peut se féliciter évidemment que les associations interviennent, mais on doit avant tout déplorer que l'État ne soit plus là. Lisez Nicolas Duvaux qui, dans Les Oubliés du rêve américain, tisse une monographie de la société américaine. Ce qui nous explique, c'est que les grands philanthropes américains entrent en scène, prennent la lumière, et alors l'État s'efface discrètement. Mais les grands philanthropes, ils portent mal leur nom, parce qu'ils gagnent leur fortune de manière de plus en plus illégale, en tirant vers le bas les conditions de travail et en fraudant le fisc. L'an passé, le fondateur de Zara, Armancio Ortega, a fait un don de 320 millions d'euros aux hôpitaux espagnols, dont refusé par le personnel des hôpitaux espagnols au motif que le même Armancio Ortega devait 50 milliards au fisc. La charité avec bonne conscience ne pèse rien face à la solidarité, et c'est ça que nous avons oublié. Il faut revenir vers le modèle idéal. Mesdames et messieurs les jurés, j'ai un respect infini pour le travail fait par les associations, pour les causes défendues par les associations, pour l'énergie dépensée par les associations. Mais les bénévoles ne sont pas condamnés à ne pas tirer de revenus de reconnaissance pour leur implication. L'urgence, ça n'est pas de faire un concours de beauté des bons élèves associatifs sous la férule de l'instituteur Christophe Itier. L'urgence, c'est d'accorder un revenu inconditionnel à chaque citoyen pour prévenir la grande pauvreté économique et sanitaire, puis un revenu contributif pour favoriser les actions vertueuses et engagées de ceux qui aujourd'hui sont bénévoles. Les structures associatives ne sont pas condamnées à dépendre d'un modèle qui repose sur la charité. Quand notre pays produit suffisamment de richesses pour qu'avec une répartition équitable, on puisse mettre fin à la pauvreté, l'habitat indigne, l'isolement territorial ou la précarité énergétique. Vous, salariés associatifs, vous n'êtes pas obligés de dire du bien de BNP ou de Total pour garder votre poste au motif que ce sont les grands mécènes du programme La France s'engage. L'urgence, c'est de retrouver une boussole qui mesure le progrès mieux que le PIB et de se servir de ces instruments pour répartir les richesses avec des outils dédiés au bien commun, des entreprises vraiment sociales, un service public élargi. Si ce soir, je vous demande, mesdames et messieurs, de supprimer les associations, ça n'est évidemment pas de gaieté de cœur, ça n'est certainement pas par sadisme, encore moins par cynisme. Au contraire, c'est par ambition, par envie de réparer, de progresser. Cessons de nous enfermer dans ce statut qui nous pousse à reproduire, soyons honnêtes, des réflexes boutiquiers pour faire progresser son association, ses effectifs, ses moyens. Pourquoi a-t-on créé Médecins du Monde d'un côté et Médecins sans frontières de l'autre, si ce n'est parce que Bernard Kouchner et Ronnie Broman ne s'entendaient pas? Oui, enfin... Aucune raison, Monsieur le Président. On en reparlera. On en reparlera autour d'une bière. Et or, cette division, elle ne profite à personne, elle ne profite pas à la cause. Derrière, quelle perte de temps, de moyens, d'énergie. Alors mutualisons, oublions ce statut et engageons-nous tous ensemble pour des causes. Plus beau encore qu'appartenir à la Croix-Rouge, il y a à être engagé pour le sort des réfugiés, le sort des personnes à rue, les plus démunis, les plus fragiles. Moi, je comprends votre attachement à la Croix-Rouge. C'est un attachement noble, historique, avec des valeurs, une vision, des principes. Tout comme chaque famille de Game of Thrones est attachée à sa maison et à son sens de l'hospitalité. Si je vous parle de la mythique série, c'est parce qu'elle a inspiré nombre de penseurs, de politiques qui y voient des leçons à méditer. Winter is coming, répètent les héros de la série, comme une mise en alerte inversée par rapport au réchauffement climatique. Face à cela, face au drame de l'arrivée de la catastrophe absolue et à l'arrivée de l'armée de marcheurs blancs, l'ensemble des maisons vont unir leurs forces. En France, notre hiver, c'est évidemment aussi le réchauffement climatique, bien sûr, mais c'est surtout la vague de fond d'un libéralisme financier qui, elle aussi, a une armée de marcheurs, je tiens à le préciser, complètement déshumanisée, qui emporte tout sur son passage. La secousse est violente et elle pourrait être fatale si nous restons chacun dans nos coins. Mais si nous rassemblons nos forces, on peut remporter cette mer des batailles au nom des générations futures. Ce que nous voulons, ce n'est pas une France où tout le monde serait membre d'une association. Non, reprenez le titre de ce festival. Ce que nous voulons, c'est une France où tout le monde serait engagé pour des causes justes
Et comme le statut ne fait pas la vertu, il freine l'ampleur de la vague. Alors accélérons le rassemblement sous une bannière vierge, celle de la justice universelle. Je vous remercie. Pardonnez-moi, c'est un réflexe, mais quand procureur Hédin finit, je me lève. Merci, monsieur le procureur. Vous avez donc réussi en 5 minutes à tacler tout le monde de Apple à la Fondation l'Abbé Pierre, tout en spoilant la fin de Game of Thrones. Vous êtes vraiment un sacré personnage. Maître, le dernier mot est à la défense. Je vous rappelle que vous avez 5 minutes, silence compris, hein. J'ai le temps. D'accord. Il avait 8 ans et il se brûlait la cheville un dimanche soir. Il avait 13 ans, il venait de déménager, il n'avait plus aucun pote, mais il aimait bien le basketball. Il avait 20 ans et il ne savait pas vers qui se tourner après être allé au commissariat pour déposer plainte pour discrimination et qu'on ait refusé cette plainte. Il avait 22 ans, il avait besoin de 1 000 € pour réaliser son rêve et aller étudier 1 an aux États-Unis. Il avait 23 ans et il avait besoin de prendre confiance en lui et de s'exprimer en public pour se prouver qu'il était éloquent. Il avait 25 ans et il voulait rendre aux autres ce qui lui avait été donné. À chaque fois, à chacune de ces occasions, ce qui a permis à cette personne d'avancer et de s'épanouir, c'est les associations. Supprimer les associations, c'est défoncer complètement la vie de ce jeune homme. Supprimer les associations ou même les réformer pour en faire des boîtes à fric, c'est aussi livrer des millions de personnes à elles-mêmes dans une société déjà bien trop individualiste. Comme l'ont dit nos témoins, on peut réformer les associations, mais on ne peut pas les supprimer. Une réforme pourrait être positive si elle est faite avec les acteurs associatifs et pour les acteurs associatifs. Mais il ne faut pas faire des associations, des entreprises à mission. Il faut garder des associations comme la Croix-Rouge qui se fichent du profit, qui se fichent de la rentabilité, qui se fichent des résultats chiffrés, mais qui s'intéressent avant tout à l'humain, à une société qui reste constamment à construire. Les entreprises à responsabilité, les entreprises à mission, pardon, la responsabilité sociale des entreprises, les entrepreneurs sociaux, c'est pas mal. C'est beaucoup de marketing qui surfe sur la mode du social et de l'équitable. Et c'est beaucoup de hipsters aussi. Et j'ai pas de problème avec ça, c'est bien. Moi-même, sous cette robe, je suis un hipster. Ça se voit, maître. Merci, monsieur. Vous voulez que je... Non, je vous en prie. Très bien. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que si certains acteurs, pour faire le bien, ont besoin d'être motivés par l'appât du gain, c'est tant pis pour eux, c'est tant mieux pour nous. Et comme l'ont dit nos témoins, l'idée, c'est pas d'avoir les associations d'un côté et les entreprises à mission de l'autre. C'est de faire travailler tout ça ensemble pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais il faut garder à l'esprit une chose, c'est qu'on ne peut pas faire du profit sur tout. On ne peut pas faire du profit en entraînant des jeunes poussins au cadet des sections volleyball, judo, rugby de la S-Saint-Denis. On ne peut pas faire du profit en défendant les victimes de racisme, de sexisme, d'antisémitisme ou d'islamophobie. On ne peut pas se faire un billet en donnant à minuit un bol de soupe un peu dégueulasse aux plus démunis. Et souvent, quand on fait du profit, c'est qu'on a des clients et qu'on a des employés. Et là, on casse quelque chose. On casse ce lien social un peu organique qui existe entre bénévoles et bénéficiaires. Surtout, on ne va pas attendre que Danone, Apple et Total viennent sauver la planète. À part faire de jolis discours et de jolis spots de pub, on n'a pas grand-chose à attendre d'eux. Et aujourd'hui, il faut encore ajouter une chose. Aujourd'hui, on est à la Courneuve, on est dans le 93, on est dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. J'ai jamais eu l'impression que la République a essayé de les trouver, ces territoires, à part en période électorale. Moi, je vis dans le 93 et je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que l'État ne remplit pas ses missions. Et aujourd'hui, de manière pragmatique, on ne peut pas dire qu'on va supprimer les associations pour laisser la place à l'État. Ce qui se passe, c'est que l'État ne remplit pas des missions, et même des missions de base. Je vous parle de missions d'éducation, par exemple. Je vous parle d'écoles, soi-disant en zone d'éducation prioritaire, mais où les personnels n'ont pas les moyens de donner une éducation décente aux enfants. Alors, il y a des profs qui essayent, et surtout, il y a des centaines d'associations qui essayent d'accompagner, qui essayent de faire en sorte que la méritocratie fonctionne un petit peu, un tout petit peu, avec des tout petits moyens. Les associations, elles font souvent le taf
que l'État ne peut pas faire, mais elles font aussi le taf que l'État ne veut pas faire. Et pourtant, ça fait 10 ans que l'État s'attaque au secteur associatif en rendant ses tâches plus difficiles, en supprimant ses subventions. Et aujourd'hui, ici, à La Courneuve, on voudrait nous faire avaler des couleuvres, on voudrait nous dire qu'il faut supprimer les associations. Je vais me permettre de citer Léon Gontran-Damas ici. Désastre, parlez-moi du désastre, parlez-moi. Aujourd'hui donc, on voudrait nous faire dire des sottises, nous faire dire qu'il faudrait supprimer les assos parce qu'elles sont trop mollassonnes. Pour elles, on voudrait que le glaçonne, que sous le soleil, elles fondent comme un glaçon. Eh garçon, pardon, je veux dire Vincent, pardon, je veux dire monsieur le procureur. Je me permets quelques assonances. Faut me pardonner, je suis passionné, ta tirade c'était un assommoir, mais pas celui de Zola, donc ça m'a un peu lassé. Tu vois, je me permets de t'envoyer une petite pique, tu m'excuseras. C'est parce que dans Picasso, il y a assaut, donc armé d'une plume et d'un pinceau, je me dois de te prendre d'assaut. À moi s'impose le rôle du pique-assiette qui t'assommera parce que je me dois de défendre ces assauts qui sont si chers à mon cœur. Sans ces assos stables, peut-être qu'aujourd'hui je serais un insociable. Et vous vous souvenez de ce gars dont je parlais au début? Ce gars que des assos ont soigné, ce gars que des assos ont accompagné, ce gars que des assos ont aidé à s'épanouir. Ce gars-là, qui s'est brûlé la cheville et qui en porte encore quelques marques aujourd'hui. Aujourd'hui, il a 28 ans. Et il est heureux, il est ravi de prendre la parole devant vous pour défendre les associations. Et il en profite pour leur dire merci. Aujourd'hui au prétoire, très bientôt dans les bacs, si vous avez un disquaire au plus près de chez vous. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, il va être maintenant le moment préféré de nos 5 jurés, puisqu'il va être le moment de leur délibération. Pour ça, je vais opérer une justice de proximité. Je vais moi-même venir près de vous, descendre de mon trône qui pourtant est si confortable. Pendant les quelques minutes que nous allons prendre pour délibérer, monsieur le procureur va vous expliquer très brièvement ce qui se passe sous nos robes, et démerde-toi avec ça. Et surtout, si vous avez des questions pour nos témoins, il y a le charmant Youis, qui est un hôte extrêmement visible et sympathique, qui a un micro et qui peut vous le passer si vous avez des questions pour le jury. Je me retire quelques minutes. Sur la gauche également, nous avons un micro avec une charmante demoiselle qui a un gros casque et un autre micro dans la main. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait que commissaire-priseur toute l'après-midi. Le jury est à vous. À tout de suite. Les témoins sont à nous, tu veux dire? Non, mais il faut poser des questions parce qu'il est un peu tôt pour répondre à la question « Que se passe-t-il sous nos robes ?» Je vais peut-être juste vous demander une dernière fois d'applaudir nos témoins parce qu'on ne les a pas ménagés, enfin moi particulièrement, Jean-Christophe. C'était une question de survie. Est-ce que vous avez des questions? S'il y a des salariés ou des bénévoles de la Croix-Rouge qui veulent en profiter directement, peut-être pour demander une augmentation ou un aménagement d'emploi du temps, Jean-Christophe est toujours là, donc on peut en profiter. S'il y en a qui veulent du coup rejoindre le groupe SOS, ce qui pourrait être mal vu, mais Jean-Marc est là. Soyez pas timides, levez la main, on a 3 minutes. Vous êtes une foule de timides? J'ai l'impression que personne ne veut poser de questions à Jean-Christophe. Il faut aussi poser des questions sur l'âge des personnes présentes. Laissez-les tranquilles. Sinon, on peut commencer par faire un vote à main levée, mais ça influerait évidemment sur le jury. Je m'insurge. La justice suit son cours. Il vous reste plus qu'à expliquer ce qui se cache sous vos robes. Hein. Non, mais peut-être que s'il y a des éléments qui n'ont pas été éclairés, si vous voulez apporter des pièces supplémentaires au dossier, pour que peut-être le jury puisse prendre une décision plus éclairée. Vincent, j'ai l'impression. Ah, il y a une main, là, c'est beau. Il y a une main rudement énergique. Quel est votre nom, monsieur? Bonjour, je m'appelle Grégoire. J'ai une petite question pour l'ensemble des témoins. Il y a de très nombreux pays, en fait, où il n'existe pas d'association. Ça n'existe pas. C'est un statut qui n'est pas pour autant... La question de fond, c'est est-ce que vous pensez que ces pays sont moins justes? Est-ce que vous pensez qu'ils sont moins sociaux? Est-ce que la France est le seul pays social parce qu'elle a des associations? Alors, il faut venir au pupitre pour répondre à Jean-Christophe. Il y a des micros sous vos sièges. Ah, il y a des micros sous vos sièges? Ouais, on ne sait pas ce qu'il y a sous les robes, mais on sait ce qu'il y a sous les sièges. Et puis Jean-Marc va vous suppléer aussi. Ouais. Du coup,
On s'est battu pour avoir des questions. Ah bah ouais, non mais celle-là, elle est... Monsieur qui fait le malin en ayant posé la question, il va peut-être répondre. Cessez de noyer le poisson. Monsieur le directeur délégué à la stratégie et à l'innovation. De la Croix-Rouge ? De la Croix-Rouge française. Ça Il est démontre démasqué. que toute cette affaire était truquée. Il n'y a que des figurants. Ceux qui ne sont pas figurants sont payés par la Croix-Rouge et ceux qui posent des questions à la Croix-Rouge sont salariés de la Croix-Rouge. T'extrapoles un peu sur les moyens de la Croix-Rouge. Globalement, les témoins s'étaient mis d'accord entre eux. Nous sommes démasqués. J'ai l'impression qu'on ne respecte pas beaucoup l'intégrité de la cour. Ça m'embête. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou est-ce qu'on peut, avec un roulement de tambour, passer à l'heure du verdict ? Oui. Le verdict, à mon avis, il y a plein de gens qui veulent profiter de l'apéro. Ouais, c'est ça, c'est le verdict et les bières. Alors, nous allons... Et la Coupe du Monde, je sais, Et- Jean-Marc, c'est que toi, tu auras jamais un match. Excusez-moi, c'est pas fini. Hein ? Merci. J'en profite parce que tant que j'ai la robe, il m'écoute. Nous allons maintenant entendre tour à tour chacune et chacun des membres de notre jury. Je vais vous demander de répondre à une question très simple et ensuite de m'expliquer votre réponse en une phrase. Avec un suspense. D'après vous, insoutenable. faut-il, oui ou non, supprimer les associations ? Je pense qu'il faut garder les associations, mais différemment qu'aujourd'hui. Je pense qu'on doit engager plus de monde autour de nous, différemment, et rester toujours dans la bienveillance, l'innovation et à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup. Ah, je crois que nous avons trouvé la personne qui a le plus de potes dans toute la salle. D'après vous, monsieur, faut-il, oui ou non, supprimer les associations ? Au moment où l'État se désengage, je pense qu'on a besoin de plus en plus d'engagement dans toute sa singularité, dans toute sa diversité, que ce soit les bénévoles, les salariés, les donateurs, les entreprises partenaires. On doit tous converger vers le but ultime, c'est la société, le bien-être de tout le monde. Donc oui, bien entendu, on doit garder des associations, parce que sans elles, la société n'avancera pas. Merci beaucoup. Ah, il a aussi des potes dans la salle. C'est la même bande. C'est la même bande. Il y a une bande très active, d'accord. Ah, on me dit que le prochain témoin n'a pas de potes. Je vais donc vous demander si vous voulez Elle a bien un pote, tous mais elle est après sur scène. de l'encourager à la fin de sa réponse. Mademoiselle, selon vous, faut-il, oui ou non, supprimer les associations ? Il nous faut autant d'associations à mission que d'entreprises à mission. Il faut que tous ces acteurs travaillent ensemble pour avoir une biodiversité d'acteurs, même si le statut ne fait pas la vertu. Et à ce stade, non, il ne faut pas supprimer les associations. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire ses potes ? Merci. Voilà, bravo. Madame, ça ne va pas vous surprendre, hein. Faut-il, oui ou non, supprimer les associations ? Il faut les garder. Enfin, quand on voit les bénévoles, les personnes qui sont engagées dans ce genre d'association, ils vibrent. Et je trouve que c'est aussi un but de vie. Et on met l'être humain au centre de notre société. Je crois qu'il ne faut pas le garder. Il faut vraiment le garder, pardon. Il y a eu un lapsus, là. Je sais pas comment je sais pas à la fin du verdict si je vous compte en oui ou non en moui. Oui, c'est la robe, c'est la robe. Madame, la dernière et même question est aussi pour vous. Faut-il, oui ou non, supprimer les associations ? Non, on ne doit pas supprimer les associations. On a besoin d'associations aujourd'hui et demain. Et on doit, en tant que bénévole, prouver que nous, on est capable de suivre. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Et alors, dans un suspense, du coup, qui était insoutenable dès lors que vous avez entendu l'intitulé de cette question et que vous connaissez la composition de ce public, par 4 voix et demie, parce qu'il y a eu un petit lapsus et que quand même on n'est pas complètement sûr, le jury a donc rendu sa décision. Il ne faut pas supprimer les associations, mais gardons en tête cette punchline que je vous pique bien volontiers, si vous permettez, madame. Le statut n'est pas vertu. L'innovation, c'est peut-être pas la sienne. Oui, d'accord, vous permettez quand même que je crédite. Arrêtez de faire le malin. Souvenez-vous donc que le statut n'est pas vertu, qu'il y a toujours de la place à l'innovation, même quand ce qui nous intéresse, et surtout quand ce qui nous intéresse, c'est le bien commun. Il n'y a pas d'acquis, mais que des défis. L'ordre du jour et le bordel de l'après-midi étant épuisés, ceci est la fin
de ce tribunal pour les générations futures. Merci à vous, merci à notre procureur, à notre avocat, à notre greffier et surtout à nos témoins. Merci à vous tous. Ah. Oui, alors évidemment, pour faire les transitions, quand on est venu en bas, c'est un tout petit peu plus difficile. Pardonnez-moi, c'est pas pratique pour courir. Alors, aujourd'hui, on a déjà eu des débats, des Redix, des parodies de justice. On a parlé de santé, on a parlé de numérique, on a parlé d'écologie. On a beaucoup parlé de La vie est un long fleuve tranquille. Je sais plus trop pourquoi. Il ne reste donc plus qu'une seule chose à faire pour que ce festival soit vraiment un festival. Eh ben, c'est faire la teuf. Un festival sans musique, c'est quand même très difficile. Et donc, dans quelques minutes, sur cette scène même, à 19h30, ça va enfin swinguer, chanter, danser. En disant ça va swinguer, je viens de me rendre compte que j'ai l'air d'avoir 50 ans. Mais sur cette scène vont se succéder Gaël Faure, Malted Milk et Bootlegger United. Il est donc évidemment question de mélodie, de funk et de booty shake. Et demain, nous nous retrouverons tous ici avec peut-être quelques courbatures et pour certains une gueule de bois pour parler d'éducation, d'humanitaire et de créativité. Amusez-vous bien et à demain.